Très bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc commencer cette séance par la reprise de cette analyse des fonctions de l'analogie que j'avais commencé il y a quelques semaines. Donc, nous avions vu les trois premières fonctions, je ne vais pas y revenir, fonctions catégorisatrices, fonctions régularisatrices et fonctions iconiques, et je m'étais arrêté à la fonction figurative, que j'avais justifié notamment à partir de cette expression que Le Guern reprend de Stephen Ullmann, cette idée que l'image est l'expression linguistique d'une analogie. Donc on avait vu qu'il existe des liens au plan philosophique aussi, entre la notion d'image et la notion d'analogie, mais j'y reviendrai un petit peu. Et simplement, la réflexion que j'avais commencé à mettre en place, c'était une réflexion sur le concept linguistique d'image. C'est-à-dire que, à partir du moment où on accepte l'idée que le concept d'image peut être un concept de la description linguistique, et pas simplement un concept totalement extérieur à la linguistique, c'est-à-dire un concept qui vient de la psychologie, des disciplines artistiques, de l'histoire de l'art, par exemple, etc. Si on veut s'en servir en linguistique, est-ce que c'est possible ? Et bon, on va dire oui, on pense que oui, c'est possible, mais comment s'y prendre ? Comment le définir pour que ça devienne autre chose qu'une notion ordinaire, c'est-à-dire la notion d'image telle qu'elle est couramment... la notion d'image au sens où elle est couramment utilisée dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que des exemples d'images, ce sont des photographies, des affiches, enfin bref, une représentation visuelle en 2 dimensions, c'est ça, a priori, une image. Enfin, a priori, quand je dis a priori, je veux dire par là, c'est ça dans une acception ordinaire de la notion d'image. Bon, mais si on reste sur cette définition de l'image, on ne voit pas en quel sens on pourrait parler d'image dans les langues. Pourquoi une expression serait imagée ? C'était notre point de départ, couper les ponts. Tout le monde, n'importe qui, la ressent cette expression comme imagée. Bon. Alors comment se fait-il qu'on ait un concept d'image dont on ne voit pas le lien avec la question du langage, et que de l'autre côté, on a cette espèce d'évidence qu'il y a des expressions imagées dans le langage, alors que, la notion d'image ne nous sert pas normalement pour le langage. Donc il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans cette situation. Alors, j'avais commencé à aborder la question à partir de la première des 2 méthodes principales qu'on peut envisager pour essayer de comprendre la notion d'image au sens image verbale, c'est-à-dire le concept linguistique d'image. Cette première approche, c'était une approche épilinguistique, donc fondée sur le sentiment des locuteurs. Qu'est-ce que des locuteurs spontanément nomment image quand il est question de langage ? Alors, je vous avais montré les résultats d'une étude sur un petit corpus de francs textes, donc à partir de textes littéraires, où on se concentre sur toutes sortes de cas dans lesquels des auteurs parlent de quelque chose qui est imagé, mais de langage, de mots, d'expressions qui sont imagés. Donc on exclut évidemment, comme le rappellent cette diapositive, toutes sortes de cas dans lesquels, dans le corpus, imagé renvoie à autre chose que du langage. On retient uniquement quand il y a des exemples et des exemples illustrés. Je vous rappelle simplement, je ne vais pas reprendre tout le détail, mais je vous rappelle simplement les conclusions auxquelles j'étais abouti. C'est que la catégorie épilinguistique de l'imagé équivaut au figuré, en fait. Quand spontanément les gens disent que quelque chose est imagé,
quand on décrit ce qu'il nomme imagé, ça n'a pas tellement de rapport avec la notion même d'image, mais il s'agit de désignation indirecte. On le voit bien avec cet exemple que j'aime beaucoup, un personnage qui dit, il se disputait comme deux Darnaja, et le narrateur précise terme mystérieux qu'elle avait toujours refusé de traduire. Donc là, on voit bien qu'on peut, si on dit qu'on a un langage imagé, on ne voit pas quelle image peut produire Darnaja si on n'a pas du tout la signification de Darnaja. Ou alors, à ce moment-là, c'est d'image sonore, mais ce qui n'est pas exclu, parce qu'on a peut-être, même si le mot n'a pas de signification, ça évoque peut-être quelque chose, effectivement, peut-être d'oriental d'ailleurs, mais on a vu le rapport entre l'imagé et l'oriental qui existe à une certaine époque, milieu 19e, début 20e. Bref, mais enfin, cet exemple me semble assez révélateur du fait que il suffit qu'il y ait un mot comme et on a le signe du figuré sans qu'on ait vraiment une image, au sens... alors c'est là où il faudra préciser les choses, en quel sens on va parler d'image. Donc cette piste de l'exploration épilinguistique, elle est un peu une impasse, parce qu'elle ne permet pas de répondre au paradoxe indiqué tout à l'heure. Parce qu'au fond, cette catégorie épilinguistique de l'imagé, elle n'a pas un rapport suffisamment précis avec la notion d'image. Ce que je vous avais montré, c'est que dans l'ensemble de ce qui est nommé imagé, il y a effectivement des choses dont on perçoit un rapport direct avec la notion ordinaire d'image, mais dans beaucoup d'autres cas, on ne voit pas du tout le lien. Donc, le concept épilinguistique d'imagé, il est trop large, il renvoie simplement au figuré en général. Alors, pour adopter le fait d'adopter cette seconde perspective, la perspective métalinguistique, c'est une attitude qui revient à poser d'abord la question de l'image indépendamment du langage. D'abord de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on appelle une image exactement. Qu'est-ce qu'on peut nommer image? Alors évidemment, c'est le problème de cette approche, c'est que c'est une approche, complexe dans le sens où on ne peut pas prétendre répondre définitivement à cette question. On ne peut pas dire une fois pour toutes, voilà, une image, ça se définit de telle façon. Parce que il y a de multiples approches possibles, et des approches multiples et irréconciliables d'une certaine façon. Mais enfin, en prenant en considération un ensemble varié de disciplines qui sont vraiment concernées quand même assez directement par la question de l'image, on peut tout de même dégager un certain nombre de caractéristiques générales, sans prétendre pour autant avoir une sorte de définition ultime de l'image, bien sûr, mais on a quand même des caractéristiques qui semblent assez fiables. Alors ces caractéristiques, qui sont donc des caractéristiques qu'on va considérer comme définitoires de l'image, ce sont les suivantes: la notion de sensorialité, le caractère représentationnel, la similarité et l'efficience. Donc le travail, là, maintenant, consiste à examiner un peu le contenu de ces différentes caractéristiques indépendamment du langage, et ensuite de transposer dans le champ linguistique ces caractéristiques générales de l'image. Alors, les premières, on les avait déjà vues. La sensorialité, c'est l'idée qu'une image est accessible au sens. Alors, c'est ambigu de dire ça parce que il est vrai que ça n'est pas forcément l'image elle-même qui est accessible au sens.
C'est un peu un raccourci de dire l'image est accessible au sens. Vous vous souvenez, j'avais donné, je crois, cet exemple, cette citation de Merleau-Ponty dans lequel il dit le tableau que je regarde dans un musée, je ne sais pas exactement où il est. Le tableau, c'est pas l'objet. L'image, c'est pas cet objet qui est couvert de peinture. C'est pas ça l'image. Ça, c'est le support de l'image, en fait. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'une image se manifeste au sens, hein, mais ce n'est pas forcément l'image elle-même qu'on perçoit par les yeux. Hein. Ce qu'on perçoit par les yeux, c'est quelque chose, enfin, dans le cas d'un tableau, hein, ça va être des sortes de support, enfin des manifestations extérieures de l'image elle-même. Bon, donc, je précise cela pour éviter une lecture un petit peu trop simpliste de cette idée de sensorialité. Mais, en tout cas, on ne peut pas se passer de cette médiation à un moment donné par les sens. Hein, encore une fois, même si l'image en tant que telle n'est pas elle-même directement accessible, enfin directement ce qui affecte nos sens, il y a une médiation sensorielle qui est indispensable pour l'accès à l'image. Vous voyez la différence, hein. Il y a une médiation sensorielle qui est indispensable pour accéder à l'image. Pour accéder à une image, je ne peux pas le faire sans, à un moment donné, avoir mobilisé une forme ou une autre de sensorialité. Ce qui veut dire qu'une pure abstraction, en aucun cas, ne peut faire une image. Par ailleurs, ça indique aussi, un point intéressant, parce qu'on a tendance à limiter l'image à la dimension visuelle, c'est que le sensoriel, c'est le sensoriel en général. Même si l'image visuelle en 2 dimensions est l'image prototypique, eh bien, une image peut être une image visuelle, une image auditive, etc. Hein, voire tactile. Et puis, elle n'est pas nécessairement bidimensionnelle. Hein. J'avais donné cette citation de Descola qui donne comme exemple d'image des objets matériels quelconques en 3 dimensions. Et alors, évidemment, il y a un autre aspect qui complexifie cette idée d'accessibilité au sens, c'est qu'il y a une chose extrêmement importante pour nous, c'est la notion d'image mentale. Or, l'image mentale, eh bien, dans le cas de l'image mentale, l'accès à la sensorialité est tout à fait indirect, puisque l'image mentale, c'est un accès à une expérience visuelle, mais sans stimulus visuel direct, un accès fondé sur la mémoire d'un stimulus visuel. Mais vous voyez bien qu'il a fallu quand même, malgré tout, qu'il y ait une sensation visuelle à un moment donné pour pouvoir construire une image mentale et ensuite accéder à cette image mentale indépendamment de la stimulation sensorielle. D'accord ? Donc, il y a quand même toujours ce besoin d'un input sensoriel, enfin d'une sollicitation sensorielle. Bon, alors ça, on l'avait déjà vu, et je vous avais expliqué que cette aptitude à percevoir, à avoir des images mentales, elle est très variable selon les individus. Il y a des individus qui ont une qualité d'imagerie mentale élevée et d'autres qui ont une qualité d'image mentale assez faible. C'est-à-dire, personnes qui ont une qualité d'image mentale faible vont avoir des difficultés à retrouver les traits d'un visage en pensant à une personne qu'ils connaissent bien, alors que d'autres vont tout de suite se souvenir, je ne sais pas moi, dans une réunion, quelqu'un qui parle, conférencier, 2 heures après, vous demandez à certaines personnes de quelle couleur étaient les cheveux de la personne qui parlait, certains sont capables de le dire, d'autres non. Et ça, si on parle du conférencier principal, que tout le monde a regardé à un moment donné,
c'est ça la qualité donc, de l'image mentale. Bien. Donc, cette notion d'image mentale est importante parce qu'elle nous conduit à l'idée que certaines expressions linguistiques déclenchent des images mentales. Certaines expressions linguistiques déclenchent des images mentales. Et c'est pour cette raison qu'il est disons, c'est en ce sens qu'il n'est pas absurde de parler d'image quand on parle de langage. Si on parle d'image mentale, si on parle cognitivement de déclenchement d'image mentale, si on considère, et c'est quand même assez évident, hein, je veux dire, on a l'air de passer par des choses très très techniques, mais c'est pour finir par dire des choses que chacun peut percevoir. Quand on reprend cet exemple de casser les ponts par rapport à cesser toute relation, on voit bien qu'il y a quelque chose comme une image mentale dans casser les ponts. Il y a quelque chose de concret, de visuel, hein, qu'on n'a pas dans cesser. Le verbe cesser, il est abstrait, il n'a pas cette idée de casser un objet, comme dans casser les ponts. Couper les ponts, pardon. Couper quelque chose. Bon. Mais je vous avais montré que, malgré tout, les expressions sont approximatives. Couper les ponts, c'est un peu étrange. Bon, on ne voit pas pourquoi on coupe, on ne voit pas pourquoi il y a plusieurs ponts, etc. Bref. Et je vous avais dit que, c'est là-dessus que j'avais terminé, que, au fond, ce caractère approximatif de l'image verbale est peut-être lié au caractère approximatif de l'image mentale. Parce que c'est un point sur lequel j'avais insisté, parce que c'est important de ne pas avoir la naïveté de croire qu'une image mentale, c'est une espèce de photographie de la réalité qui serait dans votre cerveau. Hein, pas du tout. Vous ne pouvez pas inspecter votre image mentale comme vous inspecteriez une photographie d'un endroit que vous avez vu. Hein. L'image mentale, d'abord, on l'a dit, elle dépend de votre qualité d'imagerie mentale, mais elle est de toute façon, même si vous avez une imagerie mentale de bonne qualité, elle ne retient que certains aspects. On ne peut jamais mémoriser tous les aspects d'une certaine réalité. En tout cas, ce qui est impossible, c'est d'inspecter votre image mentale, de regarder dans les détails, de zoomer sur un point, etc. Hein, donc on n'a pas des images mentales dans ce sens-là. On n'a pas des photographies dans la tête qu'on pourrait observer. Hein. Ce n'est pas tout à fait ça, l'image mentale. Mais enfin, ça signifie quand même qu'il y a au moins un sens de la notion d'image qui est compatible avec la description linguistique et tout au moins avec le genre de phénomène linguistique que l'on souhaite ici analyser. Donc ça, c'est le premier point, la sensorialité. Il faut qu'il y ait une sensorialité à un moment donné, et on verra comment ça se traduit au plan linguistique. Ensuite, un deuxième point, mais là je passe très vite parce que c'est d'une évidence totalement... c'est tout à fait évident, mais enfin encore faut-il le dire. Une image, ça représente quelque chose. Parler d'une image, c'est toujours parler de deux choses. De l'image et de ce qui est représenté. Donc, ça veut dire que il nous faudra un deuxième élément, hein, pour pouvoir parler d'une image. Par exemple, je donne cet exemple ici. Pourquoi un paysage, quand vous regardez un paysage, vous pourriez dire, bon, c'est visuel, c'est une image. Je suis face à la mer, je regarde la mer. Pourquoi, quand je vois la mer, je ne peux pas dire que c'est une image que je vois? Parce qu'on voit bien qu'il y a une différence entre voir la réalité et voir une image de la mer. Vous verrez une image de la mer si vous voyez, par exemple, un tableau, une photographie qui représente la mer. Mais quand vous êtes face à la mer, alors, certes, la nature ou n'importe quel événement naturel peut évoquer autre chose. Dans ce cas-là, ça deviendra une image. Par exemple, levez-vous, orage désiré, hein, dans le romantisme, ou le pré-romantisme, si on veut, de Chateaubriand. Le déchaînement de la nature évoque un tourment intérieur, par exemple. Bon, là, oui. Mais ça voudra dire qu'à ce moment-là, le paysage naturel renvoie à autre chose. Il sera l'image de quelque chose qui est mon état affectif intérieur, par exemple. Hein. Mais si je regarde le paysage pour lui-même,
à supposer que ce soit possible, parce que c'est vrai que il y a probablement une tendance de l'esprit humain à toujours rapporter quelque chose à autre chose. C'est difficile de voir quelque chose et de le voir pour lui-même dans sa singularité pure. Bon, bref, passons sur ce point. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas juste parce que j'ai des stimulations visuelles que j'ai une image. Il faut que ce que je vois représente autre chose. Bon, cela dit, n'importe quel objet peut fonctionner comme une image s'il représente autre chose que lui-même. Donc ça veut dire aussi, et ça c'est un point très important, qu'il n'y a pas une ontologie des images au sens où une image... enfin, je veux dire, il y aurait des types d'objets qui sont des images et d'autres types d'objets qui ne sont pas des images. Au fond, un objet, il peut fonctionner comme image à certains moments et pas à d'autres. Vous voyez ? Bon, vous prenez une affiche photographique. Bon, ça, vous allez dire, oui, ça c'est une image, cette affiche. Mais au fond, si vous servez de cette image, de cette affiche pour faire du feu, par exemple, du papier pour faire du feu, ben, c'est plus une image. C'est plus une image intrinsèquement. Et inversement, comme on l'a vu avec le paysage, un paysage, dans certains cas, ça peut être une image. Un objet peut être une image de quelque chose. N'importe quel objet peut être une image. Il y a des exemples célèbres en sémiotique où un objet dans une vitrine, par exemple, un ordinateur dans une vitrine, il ne vaut pas pour lui-même. Il vaut pour étant un représentant de toute une catégorie d'ordinateurs qui est vendu par le magasin, etc. Donc il est image de quelque chose. Il ne vaut pas pour lui-même. Donc ça, disons que la notion d'image, c'est plutôt une notion de fonctionnement. Un objet fonctionne comme image. Mais on n'a pas, si vous voulez, des objets qui seraient intrinsèquement des images et qui ne pourraient rien être d'autre que des images. Bon, alors, cette idée de représentation, elle nous conduit évidemment immédiatement à l'idée de signe. Parce que si une image est une image de quelque chose, du coup, on peut tout de suite l'interpréter comme étant le signe de quelque chose. D'où le lien entre image et signe, et en particulier, cette définition de l'image comme signe iconique ou signe visuel. Donc c'est un objet de la sémiotique générale qui peut se spécialiser sur les images et donc travailler sur les signes iconiques. Alors, ça c'est la deuxième caractéristique, c'est un peu une évidence, mais il faut quand même le dire. Ensuite, troisième caractéristique, image et similarité. Il faut non seulement que l'image, pour qu'on ait une image, que l'image renvoie à quelque chose d'autre, mais il faut aussi que ce quelque chose ait une relation de similarité avec l'image qui lui donne accès. Donc, là, il faut faire la différence classique qu'on a chez Peirce entre les icônes et les index. Bon. Cette relation de similarité, c'est elle qui permet, en fait, d'obtenir des informations sur l'objet. Si l'image d'un objet que vous avez, si c'est une image, eh bien, l'inspection de cette image vous permet d'avoir des informations sur l'objet. En fait, s'il y a une similarité entre les deux. S'il y a une similarité entre les deux, vous pouvez récupérer des informations sur l'objet à partir de l'image. Alors, un exemple célèbre, c'est le fameux film d'Antonioni, Blow Up. Je ne sais pas si vous ne l'avez jamais vu, parce que c'est un film un peu ancien que les cinéphiles connaissent, mais que vous ne connaissez pas forcément. Je vous le conseille vivement. Comme aujourd'hui, la grande question quand on regarde des films, c'est qu'est-ce qu'on va regarder ? On a tellement vu 36 000 choses. Et la question se pose de savoir comment chercher quelque chose qui retrouve notre intérêt. Voilà, ça c'est un conseil
pas très compliqué à vous donner, puisque c'est quand même un film extrêmement célèbre. Et c'est notamment l'histoire d'un cinéaste, d'un photographe, qui par hasard prend une photographie dans un endroit, dans un parc, et va se rendre compte, c'est un photographe de mode, hein, c'est pour ça qu'il y a cette image un peu ambiguë hein, sur l'affiche. Bon, je ne vais pas me mettre à commenter l'affiche, passons. Mais c'est un photographe qui, à un moment donné, prend une photo dans un parc où en fait il y a eu un meurtre. Il a entendu un bruit, il me semble, dans le film, parce que je n'ai pas vu depuis longtemps. Et en fait, il va prendre la photo qu'il a faite et il va la grossir pour réussir à voir un endroit, une preuve qu'il y a eu effectivement un meurtre. Donc, l'image a permis d'avoir une information sur la réalité de ce qui était pris en photo à ce moment-là, donc de l'objet de l'image. Dans le cas, c'est ça c'est un point extrêmement important de la définition de l'image, qui va opposer l'image et l'index. Qui va opposer, la dimension iconique de l'image à la notion d'indexicalité. Alors on va voir que pour certains auteurs, il peut y avoir des images qui fonctionnent sur l'indexicalité, mais c'est quand même complètement différent. Donc l'indexicalité, c'est simplement le rapport, le lien avec... c'est un rapport de contiguïté. Hein. L'indexicalité, c'est comme en linguistique, on connaît ça avec les deictiques, par exemple, ici, maintenant, etc. Et donc, il y a indexicalité lorsque... lorsque vous pointez un objet du doigt, pour prendre un exemple tout bête. Bon, la notion d'indexicalité, elle est liée au fait que le signe que vous faites pour montrer l'objet est bien en rapport avec l'objet, puisque vous montrez avec votre doigt une direction qui indique où est l'objet. D'accord ? Donc c'est un signe qui a un rapport avec l'objet, mais un rapport de contiguïté, de proximité. Mais il n'y a pas du tout de ressemblance entre le doigt et l'objet. Il n'y a pas du tout de similarité. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir au plan plus théorique, mais d'ailleurs, il est tout à fait possible que Claudine Tiercelin, qui est donc professeur au Collège de France en philosophie et de philosophie de la connaissance, métaphysique, etc., et qui va donc faire une conférence plénière dans le colloque dont je vous parlais sur l'iconicité en les langues. Hein. Et là, je ne sais pas si je vous avais donné les dates, mais c'est le 31 mai, 1er juin, 2 juin 2022. Donc il faudra vraiment venir parce que ce sera même si on n'a pas le séminaire au deuxième semestre, ce sera la première et la dernière fois que ce colloque a lieu en France. Hein, je vous l'ai expliqué, il a lieu depuis 25 ans dans toutes sortes de pays du monde. Il a lieu pour la première fois en France. C'est un colloque sur l'iconicité dans le langage et dans la littérature. Et donc, Claudine Tiercelin va faire la conférence d'ouverture et c'est une grande spécialiste de Peirce, donc qui connaît très bien ces questions de rapport entre l'indexicalité et l'iconicité. Donc, je ferme la parenthèse, hein, mais notez dans vos agendas, 31 mai, 1er, 2 juin, ça sera pour vous une occasion de rencontrer des linguistes du monde entier qui vont parler de choses dont on a parlé en cours, alors en particulier pour ceux d'entre vous qui suivez le séminaire depuis la 2e année. Là, ce sera encore plus parlant pour vous, parce qu'on aura plus le temps de réfléchir à ces notions. Mais voilà, vous verrez, ce sera une expérience extrêmement intéressante pour tout le monde, de toute façon. Alors, cette similarité, non seulement elle permet d'obtenir des informations sur l'objet,
Mais ça permet aussi de réactiver les émotions qui sont associées aux objets auxquels renvoie l'image. Hein. Alors, c'est là-dessus que reposent les affiches de propagande de toutes sortes, et notamment hein, ces affiches de propagande antispéciste où vous montrent des personnes dans des camps de concentration en parallèle avec des poules. Je ne laisse pas l'image trop longtemps parce que c'est quand même une image assez choquante. Et simplement, pourquoi cette image a une efficacité? Parce que cette notion de... Enfin, je veux dire, le souvenir de l'atrocité des camps de concentration est évoqué quand on voit l'image. Et par conséquent, elle est mise en relation avec le traitement inhumain des animaux, etc. Bien, alors, cette notion de similarité, je vous rappelle très rapidement, parce qu'on en a déjà parlé, hein, que c'est un continuum. Hein, il y a une similarité qui peut être plus grande, plus petite, qu'elle peut être attributive ou proportionnelle, et que, je vous avais déjà expliqué cela, mais j'y reviens parce que c'est quand même un point extrêmement important, c'est que les images qui sont fondées sur une similarité proportionnelle n'ont pas de ressemblance. Si vous voulez, la carte ne ressemble pas au territoire au sens ordinaire de ressemblance. C'est uniquement quand on a des similarités binaires ou attributives, comme ici, par exemple, les chaussures ressemblent aux pneus parce qu'elles sont noires, elles possèdent le même attribut. C'est uniquement dans ce cas-là qu'on peut parler d'une ressemblance au sens habituel du terme. Et donc, je vous rappelle que l'analogie, c'est le processus d'identification à partir des similarités. Alors, maintenant, dernier point, qui est aussi une chose très très évidente, hein, c'est l'efficience de l'image, ce qu'on peut appeler l'efficience de l'image. C'est là aussi quelque chose qui est assez bien étudié hein, par un certain nombre d'auteurs, pas du tout par des linguistes, hein, évidemment. C'est l'idée que l'image a un impact cognitif beaucoup plus fort que les mots. Cet impact cognitif, cet effet cognitif, il peut être esthétique, il peut être cognitif ou affectif. Bon, il est esthétique dans le cas, par exemple, d'un tableau, une œuvre d'art. Il est cognitif. J'ai montré tout à l'heure des exemples, une carte. Bon, une carte, c'est une image quand même qui a un impact cognitif intéressant parce que elle me permet d'avoir une perception d'un territoire que je ne pourrais pas avoir par mon observation immédiate. Et puis, bien sûr, ça c'est le point qui est peut-être le plus important, qui est en tout cas le plus exploité dans la publicité, par exemple, ou en tout cas en politique, c'est la dimension affective. Hein. Par exemple, le cas de l'image effroyable, et je vous ai mis ici cet exemple qui renvoie au procès des attentats du 13 novembre en France, hein, au Bataclan, et il y a eu tout un débat sur le fait qu'on avait montré des images. Et effectivement, le procès ne posait pas de problème tant que les gens parlaient, mais à partir du moment où on a commencé à montrer des images qui avaient été prises sur des téléphones portables, là, il y a eu des réactions montrant, quoi qu'on en pense, hein, que tout d'un coup, on passait dans un impact cognitif encore plus grave que les témoignages verbaux. Bon. Donc il y a des effets cognitifs et affectifs de l'image. Hein, vous voyez, par exemple, dans cette publicité-là, enfin, c'est pas une publicité, c'est en fait un petit morceau d'une infographie sur la différence entre l'impact de l'image et l'impact des mots. Hein, le cerveau interprète les signes visuels plus rapidement que le langage.
quel est le signe le plus facile à comprendre, à utiliser, hein, entre quelque chose qui est écrit ici, Caution, watch for pedestrians who may be crossing the street, et puis une image, là, où on voit quelqu'un qui va traverser. Bon, c'est sûr que la compréhension est tout de suite est immédiate avec l'image, et elle est plus complexe, moins immédiate avec les mots. Hein. Bon, c'est un peu, ça a l'air d'être une évidence, mais ce n'est pas si évident de savoir pourquoi c'est le cas. Hein. Mais enfin, ce sont quand même des choses sur lesquelles on a maintenant des preuves assez fortes. Il faut dire que, c'est pas très surprenant, mais que les travaux de recherche les plus approfondis sur les questions sont faits par des gens qui sont spécialistes de marketing, en fait. Pas du tout des gens qui s'intéressent à la cognition humaine, mais des gens qui s'intéressent à ça parce que ce qu'ils veulent, c'est que leurs produits se vendent le mieux possible et donc avoir un impact cognitif par des moyens de publicité. Et donc, ça les amène à privilégier l'image et à avoir montré que l'image est effectivement plus importante. Alors, là, je vous donne en complément 2 citations de Philippe Descola, de nouveau, qui introduit une notion qui me semble un peu équivalente à celle d'efficience, qui est la notion d'agency, qu'il emprunte lui-même à un auteur, Gell, alors je ne sais pas comment ça se prononce, Gell peut-être, et il dit la chose suivante: pour qu'il y ait figuration, et non simple mimésis. Donc vous voyez, il fait une différence entre une mimésis, donc une espèce de représentation qui n'aurait pas d'impact cognitif. Donc une mimésis, ça suppose bien l'idée qu'on a une représentation avec similarité. Mais à ce moment-là, ce ne serait pas de la figuration. Il faut en outre que les images opèrent comme des signes indiciels. Alors vous voyez que là, lui, il intègre cette notion d'indexicalité. Indiciel, c'est indexicalité. C'est-à-dire interprétable non plus seulement en fonction d'une similitude de qualité avec un prototype, mais aussi en vertu de la connexion directe que ces images évoquent entre l'objet dénoté et l'essence ou la mémoire de la personne pour laquelle elles servent de signe. Les images deviennent alors, par contiguïté avec les désirs et les aspirations de ceux qui les ont fabriquées et utilisées, comme dotées elles-mêmes d'une agence, au sens de l'anglais agency, c'est-à-dire pourvues d'une autonomie et d'une capacité à agir, dans lesquelles prend sa source la fascination qu'elles exercent sur nous. Gell a donné un certain retentissement à cette conception de l'image comme agent intentionnel, notamment parce qu'il a eu le mérite d'en explorer méthodiquement les conséquences et d'en préciser les conditions cognitives de fonctionnement. Bon, donc, l'idée ici, c'est que dans la perspective de Descola, qui est une perspective anthropologique, c'est que le mode de fabrication de l'image, la fabrication de l'objet en question, hein, et tout au moins éventuellement le rituel, etc. Mais en tout cas, ce qui est dit ici, c'est que il y a quelque chose dans les images, au sens où il l'entend, qui est lié à ceux qui les ont fabriqués et utilisés. Et donc, ce lien, c'est indexical entre l'image et la personne qui l'a faite, donne à cette image une valeur particulière. Par exemple, de fétiche, ça devient un objet cultuel, par exemple. On pensait tout bêtement, je sais pas, dans le contexte chrétien, peut-être aux reliques des saints. Hein, ou, je sais pas, un objet, imaginez que vous avez un objet qui vous vient dans votre famille d'une arrière-grand-mère, je sais pas, un bijou, un truc. Bon, ben, le fait que cette bague ait pu être portée par une certaine personne de votre famille à une certaine époque ancienne, etc., fait qu'en tant que telle, elle a une valeur indexicale que n'aurait pas, si imaginez que vous la perdez, puis on vous en fabrique une autre, mais exactement identique, ben, ce ne serait pas la même. Parce que ce ne serait pas cette bague-là qui a été touchée, etc. Hein, c'est ça, cette notion d'indexicalité qui est associée aux images.
Alors là, évidemment, ça ajoute un critère supplémentaire, si vous voulez, qui fait, par exemple, la différence entre un tableau et une reproduction. Bon, vous pouvez avoir chez vous, pas moi, une reproduction dans un joli cadre d'un tableau de Cézanne, hein, mais vous n'aurez pas le tableau. Bon, qu'est-ce qui fait la différence? Ben, c'est cette dimension indexicale. L'image est la même, au fond, hein, mais il y a quand même une dimension indexicale qui est différente, et c'est pour ça que le tableau, le vrai tableau, il a une valeur en millions, alors que voilà, la reprographie, le poster de la montagne Sainte-Victoire de Cézanne que vous allez acheter, vous allez payer 10 €. Bon, pourquoi? Uniquement à cause de la dimension indexicale. C'est-à-dire que le tableau, il a été peint par Courbet, il a été touché, c'est le pinceau de Courbet qui l'a touché. Courbet, peut-être, il a mis ses doigts sur la peinture pour... et c'est ce rapport avec la proximité physique de la fabrication de l'objet qui joue un rôle. Mais alors, vous voyez, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Descola, peut-être que du point de vue anthropologique, ça compte, c'est le fait que les images aient cette dimension indexicale. Mais je ne vois pas pourquoi on s'interdirait, à ce moment-là, de dire qu'un tableau, un vrai tableau de Courbet, ou de Cézanne, peu importe, je parlais de la montagne Sainte-Victoire, de Cézanne, restons sur Cézanne, un vrai tableau dans un musée de Cézanne, ce serait une image, et puis la reproduction, le poster, ce ne serait pas une image, parce qu'il n'y a pas l'indexicalité. Alors, certes, ça ne fonctionne pas comme ça. Ces deux tableaux ces deux objets ne fonctionnent pas de la même manière. Le tableau de Cézanne, il va évidemment être fétichisé. Il est un objet dans un musée, il faut faire la queue pour le voir, etc. Donc il y a effectivement des propriétés différentes. Mais si on réfléchit à la notion d'image et à ce que nous évoque le tableau, eh bien, au fond, les deux objets fonctionnent en tant qu'image de la même façon, hein, en tant qu'image. Voilà, donc, bon, c'est un point compliqué qui mériterait d'être discuté plus amplement, mais voilà, c'est quand même là une petite divergence que j'aurais, mais c'est parce que la perspective est complètement différente, évidemment. Alors, ainsi entendu, deuxième citation, ainsi entendu, l'agence dont on crédite les images est une notion purement relationnelle, donc dépourvu de contenu ontologique intrinsèque. Tout ce qui est en position d'agent à l'égard d'un patient, ainsi une image vis-à-vis d'un spectateur, exerce une agence déléguée parce qu'il constitue une interface matérielle entre des intentionnalités réelles ou supposées, que celles-ci soient imputées au créateur humain de l'objet ou aux entités qu'elles figurent, ou qui sont réputées être la source, donc par le fait qu'elles signifient en vertu de ses propriétés exclusivement, propriétés qu'elles partagent avec l'objet. L'intérêt majeur de l'icône, c'est qu'elle confronte immédiatement à ce qu'elle signifie. Donc, il y a une agence déléguée, c'est-à-dire que l'image est une sorte d'intermédiaire, donc entre le producteur et le créateur. Bon, un autre rapport intéressant dans la réflexion sur l'image et sur cette notion d'impact, d'effet de l'image, c'est l'apport de Marie-Josée Monzin quand elle distingue deux régimes de l'image. Ce qu'elle appelle, enfin, je ne sais plus si elle appelle ça comme ça, de régime de l'image, mais enfin, on peut dire ça de cette façon. Parmi ce qu'on peut appeler les visibilités, c'est le terme qu'utilise Monzin pour regrouper tout ce qu'on peut voir, il y a les images à proprement parler, et puis des choses qui sont des visibilités, mais qui n'ont pas cette... comment dire, qui ne méritent pas le titre d'image, en quelque sorte. Hein. Et en gros, l'idée, si vous voulez, c'est assez simple, hein, dans le fond. C'est qu'il y a des images quand même qui sont orientées du côté de l'œuvre d'art, de l'image qui donne à penser, à réfléchir, qui nous fait voir les choses différemment. Et puis il y a des images qui sont instrumentalisées. Hein. Donc des images parfois qui sont saturées, c'est-à-dire que le sens de l'image, ce qu'il y a à voir, il est prévu d'avance. Il est prévu d'avance. Il n'y a pas quelque chose
qui compte dans l'image elle-même au-delà d'une espèce de message. Hein. Donc des images qui sont saturées de sens, qui montrent quelque chose sans ambiguïté, et puis des images ouvertes, qui donnent à voir, c'est-à-dire qui obligent à se construire à soi-même un regard. Hein, construire un regard, et c'est ça l'idée de Monzin, c'est dire que l'image, au sens plein du terme, la véritable image, elle crée le sujet spectateur, elle crée un regard. Et il y a des images qui ne créent pas un regard, mais qui imposent une vision. Alors, par exemple, donc, une citation, moi je vous ai mis une seule citation, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Il y a peut-être une autre après. Enfin bref, prenons cette première citation. Les flux qui alimentent la consommation visuelle doivent résoudre une tension interne. Il faut montrer le pire pour provoquer l'appel au secours. Il faut cacher le pire pour éviter toute mobilisation critique, toute relève de la parole, donc de la pensée. Le visible prend la parole et ne la donne plus. Le sens des images est dans le message univoque qui les accompagne ou qui les habite. Donc vous voyez, c'est ça qui compte dans cette image dégénérée, en quelque sorte, qui n'est pas vraiment une image. Il y a un message univoque et il n'y a rien à penser. La place du spectateur terrifié, alors là, elle prend l'exemple d'une image, disons, terrifiante, mais peu importe, ça peut être d'autres choses. La place du spectateur terrifié est fixée, c'est celle de l'impuissance qui provoque chez l'enfant qui est en chacun de nous un comportement de blottissement, d'appel à l'abri et à la sécurité. Donc vous voyez, ces images de propagande, comme par exemple l'image que j'ai déjà montrée tout à l'heure, son sens n'est pas... Il n'y a pas un sens à élaborer dans cette image. Il y a une espèce de message univoque qui est l'horreur des abattoirs. Bon. Là, cette image qui est une image, disons, diffusée par les personnes qui sont contre le pass sanitaire. Donc c'est des gens qui sont anti-vaccin ou anti-pass sanitaire et qui font une diapositive, une affiche. Enfin, c'est pas une affiche réelle, c'est en fait un dessin de dessinateur donc sur laquelle on voit quelqu'un avec une seringue dans les dents qui dit au sujet des antipasses sanitaires, donc le titre est « Les antipasses sanitaires, dénoncez-les ». Et puis, ils sentent mauvais, tout est de leur faute, ils mangent les enfants. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte d'ironie, si on veut, c'est-à-dire que tout ça veut dire le contraire, hein, c'est-à-dire que c'est une affiche favorable aux antipasses sanitaires qui montre que ceux qui sont contre les antipasses sanitaires ont une vision des antipasses sanitaires qui serait caricaturale, etc. Bien. Tout ça a été vu depuis longtemps, notamment dans ce texte ancien déjà. Parmi la date, je ne me souviens plus, le viol des foules par la propagande politique. Il y a quelque chose, effectivement, dans ce type d'image qui nous entoure beaucoup, hein, qui est quelque chose qui est, d'une certaine façon, insupportable, quoi, parce que on sent bien que ça signifie qu'on veut vous imposer une certaine idée. On veut vous forcer à quelque chose, hein, dans ce genre d'image. Alors, il y a une autre citation de Monzin pour justement illustrer l'autre régime de l'image. Inversement, l'image qui ne contraint pas le spectateur à une place assignée d'avance est une image qui offre une liberté, celle de la distance et de l'interprétation. Alors quand elle dit image, elle veut dire, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un film, ça peut être une image, bon, c'est ce qu'on perçoit, hein, disons. Et elle donne une citation, non, c'est pas là, il y a ailleurs une citation de Godard, bon, un auteur, l'homme qui fait voir et qui pour cela renonce à montrer, est en charge de la possibilité qu'il offre ou non au spectateur de construire à son tour la distance d'où il voit et d'où il peut juger. Bon,
Donc voilà, je vous ai remis la montagne Sainte-Victoire ici. Ici, le tableau célèbre aussi du cri de Munch. Bon, bah là, ce sont des images où, en effet, il n'y a pas un but, il n'y a pas un sens donné d'avance. Hein. Je veux dire, ces images, elles ne sont pas faites pour vous dire de penser d'une certaine façon. Hein. Elles sont faites pour... je ne peux pas le résumer, mais en tout cas, pour percevoir le monde d'une façon différente, peut-être, mais ça suppose de construire une façon de les regarder qui passe aussi par une culture sur l'histoire aussi de la peinture, par exemple, etc. Dernière citation. Ah non, c'est pas une dernière citation, c'est la même, mais simplement je vous ai donné ici un autre genre d'exemple avec des images qui sont aussi d'une certaine forme de propagande, mais quand même beaucoup moins violente. Une série d'images sur la question du harcèlement, hein, et pour lesquels on pourrait hésiter sur l'assignation enfin, je veux dire, la distinction entre l'image qui oblige à voir et l'image qui ouvre un regard. Parce que, évidemment, ces campagnes de lutte contre le harcèlement sexuel, elles ont un objectif clair. Je veux dire que l'image en elle-même, au fond, est instrumentalisée pour aller vers quelque chose. Mais on voit quand même que il y a une forme de, quand même tout au moins dans les deux premières, une forme de délicatesse dans la façon de montrer les choses, et une façon qui est beaucoup moins, je trouve, hein, quand même, par rapport à ce genre d'image, beaucoup moins violente. Donc cette notion d'une image qui donne à voir, bon, en même temps, c'est... Alors, celle-ci, la première, elle a gagné un prix, je ne sais plus exactement quoi, mais je l'ai récupéré sur Internet comme étant une image qui a gagné un prix dans un concours sur ce thème. Donc, et en effet, on voit donc un visage un peu caché. Donc, vous voyez, on voit que ça fait disparaître la personne. Il y a quand même des choses à penser à partir de ces images, hein. Et on voit... bon, enfin bref, on pourrait les commenter d'une manière plus approfondie, mais on n'a pas tout à fait le temps. Simplement, c'est un exemple intéressant parce que c'est un sujet de société extrêmement important, dont beaucoup de gens commencent à prendre conscience, enfin tout au moins prendre conscience, je veux dire que certain nombre d'hommes qui ne se rendaient pas compte peut-être de ce qu'ils faisaient ne peuvent plus l'ignorer et sont obligés de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et donc, voilà, comment on fait pour faire changer les mentalités au sujet d'habitudes sociales qui sont totalement destructrices pour les femmes? Eh bien, voilà, on utilise ce type d'image, mais on n'est pas obligé d'utiliser des procédés qui correspondent à cette image qui assigne à une pensée, hein. C'est-à-dire que... Bon. Enfin bref, je passe parce que sinon ça va prendre trop de temps. Alors, je continue. En fait, j'avais oublié que je vous avais réservé plusieurs citations de Monzin. Je continue donc à commenter ces citations. L'image ne produit donc... C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein. J'ai un peu anticipé la différence entre ces deux régimes du visible. Donc, vous voyez que ce n'est pas deux régimes clairement distincts quand même, hein. Bon, il y a un continuum entre les deux, entre la pure affiche de propagande du genre holocauste animal et puis l'œuvre d'art, le tableau de Cézanne. Il y a évidemment tout un continuum avec des possibilités multiples. Bon. Mais enfin, on a besoin quand même, il semble que ce soit utile d'avoir ce contraste en tête. L'image ne produit
L'image, donc la vraie, ne produit aucune évidence, aucune vérité, et ne peut montrer que ce que produit le regard qu'on porte sur elle. Donc ce n'est pas prévu, ce qu'elle va dire, l'image. C'est produit par le regard. L'image attend sa visibilité de la relation qui s'instaure entre ceux qui la produisent et ceux qui la regardent. Donc, vous voyez, elle attend sa visibilité. Donc ça suppose qu'il y ait un concept ici de visibilité qui ne se réduit pas à la simple vision par les yeux. Un concept, elle attend sa visibilité de la relation qui s'instaure entre ceux qui la produisent et ceux qui la regardent. Pas de soi que si vous êtes très très... je sais pas, on pourrait prendre l'exemple au début de l'impressionnisme, au tout début de l'impressionnisme, et vous savez bien, les tableaux impressionnistes étaient vus par beaucoup de critiques d'art de l'époque comme étant des tableaux mal faits qui ressemblaient à rien, qui n'avaient... Le regard de ces personnes-là n'était pas prêt n'était pas capable de construire une visibilité. Vous voyez rien. Bon. En tant qu'image, elle ne montre rien. Si elle montre délibérément quelque chose, elle communique et ne manifeste plus sa nature d'image, c'est-à-dire son attente du regard. Donc, vous voyez, c'est une espèce d'opposition entre communication et expression, si on veut. C'est pourquoi, plutôt que d'invisible, mieux vaut parler d'invu, de ce qui est en attente de sens dans le débat de la communauté. Une telle situation de décidabilité du sens suppose que l'image par elle-même est fondamentalement indécise et indécidable. Vous voyez, ça c'est intéressant quand même. Dès qu'une image devient trop prévisible dans l'impact qu'on peut lui... Enfin, disons, qu'on peut supposer qu'elle espère d'avoir, eh bien, elle n'est plus indécise et indécidable. Et l'image intéressante, la vraie image, c'est celle qui est indécise et indécidable. Donc voilà pourquoi mieux vaut distinguer au cœur du visuel les images des visibilités, en fonction des stratégies qui assignent ou non le spectateur à une place dont il peut bouger. Hors de tout mouvement, l'image se donne alors à consommer sur un mode communal. Donc, c'est-à-dire, c'est l'idée qu'il y a une place mobile, il y a une mobilité dans l'image, dans la construction du regard. Quand vous voyez une image, vous pouvez déplacer. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, là, ça n'est plus une citation, mais c'est mon commentaire, si la notion d'efficience de l'image implique une forme d'émotion, dans la dimension affective de la notion d'efficience, il faut distinguer quand même deux sortes d'émotions provoquées par les images. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, et c'est une idée quand même presque enfoncer les portes ouvertes que de dire ça, l'image, on dit, a plus d'impact cognitif que le langage, que les mots. D'accord. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a quand même deux formes très différentes de cet impact cognitif des images. Deux sortes d'émotions provoquées par les images. Celles qui sont prévisibles et imposées par le producteur de l'image, donc dans les domaines de la communication politique ou de la publicité, et puis d'autre part, celles qui résultent d'un déplacement du regard, d'une autre manière de voir, donc des émotions qui sont beaucoup plus imprévisibles, et qui, requièrent, dit-elle, là je reprends ce qu'est une forme de courage, dit-elle, je veux dire Marie-Josée Bonzin, une forme de courage en ce qu'elle suppose qu'on quitte le terrain des significations déjà connues, déjà constituées. C'est-à-dire que là, il faut accepter de voir les choses différemment. Et ça demande un courage, parce que changer sa vision des choses, c'est jamais facile. Bon, et une citation où elle reprend une formule de Godard. Jean-Luc Godard a ainsi énoncé la nature de ce non-lieu où s'inscrit le sujet qui voit, c'est-à-dire le spectateur. Pour voir, dit-il, il ne faut pas avoir peur de perdre sa place. Cette formule dit à la fois le déplacement et la nécessité intrinsèque d'être sans peur. Je crois tout à fait capital de souligner la dimension du courage qu'il faut pour voir une image, pour construire et pour défendre le regard. Bon, c'était un peu exagéré, à mon avis, il ne faut pas non plus en faire trop, mais en effet, il y a, du point de vue intellectuel, une forme de courage à sortir
ses horizons d'attente habituels, etc., etc. Bien, alors, dans cette perspective qui consiste à examiner ce qu'est l'image en général, on a vu donc ces 4 critères, sensorialité, caractère représentationnel, similarité, efficience. Alors maintenant, la dernière étape, ça consiste à appliquer ça à la linguistique et donc à la question du langage. Pour cette dernière partie, sur vraiment le concept linguistique d'image, où on va reprendre les différentes notions qui ont été présentées indépendamment de la linguistique avant, mais je vais les reprendre simplement en 3 points au lieu de 4, en regroupant les deuxième et le troisième. On va d'abord voir la dimension sensorielle, ensuite la question de la représentation iconique, de l'analogie et du conflit conceptuel qui sont un regroupement de la notion de représentation et de la notion de similarité, et enfin la notion d'efficience en rapport avec l'innovation sémantique. Alors, premièrement, la dimension sensorielle. Donc on a vu, une image, il faut qu'il y ait, à un moment donné, qu'elle se manifeste de telle sorte qu'elle soit accessible au sens. Alors cette dimension de l'accessibilité au sens, dans le cas de l'image mentale, elle se traduit par la notion d'imageabilité, qui est une notion donc très courante en psychologie cognitive, mais pas tellement en linguistique. Et l'imageabilité, c'est tout simplement la facilité avec laquelle un participant, un individu, peut générer une image mentale correspondant à un objet ou à une action, s'il s'agit d'action. Qui est un objet, une action, qui sont désignés par un mot ou une expression. Donc, par exemple, pomme a une imageabilité plus élevée que le mot lutte, qui est un mot plus, non pas plus abstrait, mais un mot qui renvoie à une représentation ou à une réalité qui ne correspond pas à une image très facilement identifiable. Alors Marc Bonhomme, dans l'article dont je vous ai parlé, qui est un des seuls donc, à avoir travaillé vraiment sur cette question, il évoque ce facteur, mais en parlant d'imagerie, et il le met en relation avec la notion de concrétude. Plus un signe verbal est concret, plus son potentiel d'imagerie est élevé. C'est vrai, mais ça ne coïncide pas tout à fait, la notion d'imageabilité et la notion de concrétude. Alors, pour définir plus précisément la notion d'imageabilité, je prends une citation de Patrick Bonin, qui est un psychologue, un spécialiste de psychologie cognitive, de psycholinguistique, et qui a lui-même construit des normes d'imageabilité. Il nous explique ici que c'est une norme qui est relative, alors lui, il la lie au concept, mais les concepts sont eux-mêmes liés aux mots. Il s'agit de la facilité estimée à partir d'échelle avec laquelle un participant peut générer, à partir de la représentation, de la présentation visuelle du nom de l'image, une image mentale correspondant à l'objet, ou bien l'action s'il s'agit d'action, désignée par le mot. Par exemple, à partir de la représentation visuelle du mot pomme, donc on montre le mot pomme à des gens, l'individu doit s'en faire une représentation mentale, donc une image mentale, et il doit, à l'aide d'une échelle en X points, par exemple noter de 1 à 5, ou de 1 à 7 plutôt, à quel point ce mot vous évoque une image mentale. Sélectionnez la case qui correspond à son degré de facilité. La case 1, par exemple, correspond à la réponse « Je n'arrive pas à former une image mentale ou très difficilement ». La case 5, donc c'est de 1 à 5, pardon, je disais de 1 à 7, à la réponse « J'ai réalisé très facilement une image mentale ». Pour le mot « pomme », par exemple, les valeurs d'imageabilité sont en général élevées. D'accord ? Alors, un exemple de table de normes dans lesquelles on a ce type d'information, c'est ça. Là, je ne vous ai pas mis la référence, j'ai oublié, mais peu importe. Ça vient, je pense, peut-être du même article de Bonin, d'ailleurs. Alors, vous voyez, une série de mots, par ordre alphabétique, ici, et puis des normes. Alors, pourquoi des normes ? C'est-à-dire, c'est des moyennes, si vous voulez. Et ça sert aux psychologues pour éviter éventuellement des biais. Quand ils choisissent des mots pour faire des expérimentations psychologiques,
de faire attention de ne pas choisir un mot qui a telle ou telle propriété et qui fausserait l'expérimentation, qui construirait un biais. Bref. Donc vous avez différentes normes ici. La norme, la concrétude, l'imageabilité, la fréquence subjective et la valence émotionnelle. Bon. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'imageabilité. Alors, vous voyez que, d'une manière un peu générale, donc ça va de 0 à 5 qui serait le maximum. Puisque les gens notent 1 ou moins que 1 si le critère est faible, et puis note 5 si le critère est fort. Donc par exemple, pour la concrétude, les gens ils vont mettre un chiffre, enfin on va obtenir un nombre proche de 5 si la concrétude est élevée, mais un nombre plus proche de 0 si la concrétude est faible. Ça c'est écart type, je n'en parle pas. Donc vous voyez qu'ici on a des chiffres d'imagerie qui sont assez élevés, proches de 5, comme les chiffres de concrétude. Donc abeille, abricot, accordéon, ce sont à la fois des mots qui renvoient à des concepts qui ont une forte concrétude et en même temps une forte imagerie. Alors, en revanche, ça ne coïncide pas toujours. Parce que vous voyez le mot bombe ici, par exemple, il a un bon score en concrétude, 4,19, mais un faible score en imageabilité, 2,71. Pourquoi ? Parce qu'une bombe, tout le monde sait que c'est concret. Mais moi, je n'ai jamais vu une bombe. Je ne sais pas à quoi ça ressemble exactement. Moi, à part si vous êtes un terroriste, peut-être vous êtes habitué à voir des bombes, mais a priori, on n'a pas tellement d'image à quoi ça ressemble. Ou alors, la bombe des bandes dessinées, avec une espèce de boule et une mèche au-dessus. Donc, la bombe, elle est présentée par les sujets comme étant faible en imageabilité, mais forte en concrétude. Donc, vous voyez que ça ne coïncide pas tout à fait. On a la situation inverse. Un ange, par exemple, c'est évidemment faible en concrétude. C'est pas concret, un ange. Mais c'est fort en imageabilité, parce que même si ça n'existe pas, on a des représentations stabilisées culturellement des anges. Donc, ça peut avoir une imageabilité. Un mot peut avoir une imageabilité forte alors qu'il a une concrétude faible. Ensuite, vous avez des cas où on a une concrétude faible et une imageabilité faible, comme anatomie, qui est un nom un peu abstrait, donc forcément, il est faible en concrétude et forcément faible en imageabilité. Donc globalement, si vous voulez, vous avez les 4 cas possibles. Des mots qui ont une forte imageabilité, une forte concrétude, qui correspondent à des objets courants et des objets concrets. Des choses qui ont une forte imageabilité mais une faible concrétude, qui correspondent par exemple à des êtres fictionnels, ange, diable, dragon, fée. Une imageabilité faible avec une forte concrétude, ça correspond à des objets dont on sait qu'ils existent, mais qui sont moins courants, donc on ne sait pas forcément à quoi ils ressemblent. Et puis des objets qui sont à la fois faibles en concrétude et faibles en imageabilité, comme sang, décoration, etc. Alors, donc, ça permet de nous donner une explication un petit peu plus précise, un peu plus technique, pour comprendre pourquoi couper les ponts est imagé par rapport à cesser toute relation. Couper les ponts, pont et couper, sont des mots dont on peut supposer, même si je ne suis pas allé chercher dans les échelles d'imageabilité, mais qu'ils ont une imageabilité forte. On pourrait le mesurer, ça. Alors que cesser toute relation, comme on l'a dit, comme cesser est plus abstrait, relation est abstrait, on a une imageabilité faible. Donc on pourrait très bien, d'ailleurs, faire des tests psycholinguistiques en demandant à des gens de noter de 1 à 5 le degré d'imageabilité de ces expressions, pour le vérifier. Mais là, je fais l'hypothèse, simplement.
Et puis de même, vous vous souvenez, on avait vu des exemples dont on se disait, mais c'est quand même curieux. Ces phrases sont présentées, ces exemples sont présentés comme étant imagés par des locuteurs. Hein. Il y avait « je suis vénère », il y avait « la volonté de puissance »,« ingénieur du chaos »,« le gouvernement des juges ». Bon, tous ces cas étaient présentés du point de vue épilinguistique comme étant imagés, et je vous avais fait remarquer que c'était quand même des cas pour lesquels on pouvait douter. Eh bien, en effet, là, on voit que ces mots, je suis énervé, enfin, vénère, c'est juste énervé, simplement en verlan. Donc, la dimension, l'imageabilité ne change pas beaucoup, je pense, entre énervé et vénère. Donc, on a une imageabilité faible dans tous ces cas. Hein, volonté de puissance, ingénieur du chaos, gouvernement des juges. Ce ne sont pas des expressions imagées parce que elles ne comportent pas de mots qui présentent une véritable imageabilité. Alors, à cette imageabilité visuelle, donc qui renvoie quand même à quelque chose de visuel, il faut ajouter le symbolisme phonétique dont on a déjà parlé dans le cadre de la fonction iconique de l'analogie, parce que le symbolisme phonétique, il permet aussi de donner aux mots une une sorte de prégnance sensorielle particulière. Hein. Le symbolisme phonétique permet d'élargir la notion sensorielle de l'image au-delà de la visualité. Donc, les mots, dans leur dimension auditive, sont aptes à véhiculer certaines caractéristiques sensorielles non auditives. D'accord ? Donc, par exemple, voilà, un mot avec beaucoup de « i », ça renvoie à quelque chose de petit. C'est connu, c'est ce qu'on appelle le frequency code. Hein, on a déjà parlé, les i qui renvoient à du petit, les a ou les o qui renvoient à des choses grandes. Donc là, si vous voulez, l'imageabilité, elle est indirecte. C'est-à-dire qu'on a un son aigu, ça va nous évoquer une image de quelque chose de petit. Donc il y a bien une imageabilité, et qui ne vient pas de l'image, qui vient du son. Là, hein. Alors, maintenant, cette notion d'imageabilité, elle va être intéressante pour réfléchir sur les métaphores. Parce que, bon, j'anticipe un tout petit peu, tout à l'heure on va voir évidemment que dans le cas de la métaphore, on a bien sûr une représentation, on a cette dimension de représentation et la dimension de similarité. Mais il y a aussi, évidemment, le problème de savoir si la métaphore, elle augmente ou pas l'imageabilité. Et là, on aboutit à des résultats quand même qui modifient un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que ce que je vais essayer de montrer avec ces exemples, c'est qu'il y a des métaphores qui ne sont pas des images. Toutes les métaphores ne produisent pas des images. Pourquoi ? Parce que si vous partez de l'importance si vous définissez l'image par la présence de l'imageabilité, une métaphore, ça vous met en relation une source, c'est une relation d'analogie, hein, qui met en relation une source et une cible. Bon, par exemple, la canicule des preuves, chez René Char, vous avez la source qui est canicule, la cible qui est preuve. Donc je métaphorise preuve avec canicule. D'accord ? Donc canicule, par rapport à preuve, c'est évidemment beaucoup plus... Enfin, c'est plus concret, là, en l'occurrence. C'est pas tellement plus imageable, mais là, en l'occurrence, ça a quelque chose de plus concret. L'histoire est un bagne, c'est un meilleur exemple plus simple. L'histoire, ça n'a pas d'imageabilité, mais un bagne, ça a, on peut dire... Alors, oui, encore une prison, bon, ça évoque bagne, prison, ça évoque quelque chose de plus visuel, disons. La piété, lierre qui s'enracine. Hein. La piété, c'est ce qu'on veut désigner, et on le métaphorise par le lierre, qui est évidemment beaucoup. Donc, dans tous ces cas, si vous voulez, la haine et le tonneau des pâles d'Anaïde, chez Baudelaire, donc, dans tous ces cas, c'est clair qu'on va avoir une image, une production d'image, parce que la similarité sur laquelle est fondée la métaphore qu'on produit, enfin, est une similarité qui tire la chose dont je veux parler vers quelque chose de plus concret.
ou de plus imageable. Donc ça, c'est la métaphore à imageabilité croissante. Oui. Et puis vous avez des cas qui sont un peu intermédiaires où l'imageabilité est constante. Avoir de l'appétit pour un malaise, ce sont deux termes, appétit et malaise. C'est pas ça. Être poète, c'est avoir de l'appétit pour un malaise. La cible, donc ce dont on veut parler, c'est le poète, et on le métaphorise avec l'appétit pour un malaise, donc avec l'idée d'appétit. Donc là, entre le poète et l'appétit, il n'y en a pas un qui est plus imagé ou qui a plus d'imageabilité que l'autre, donc on peut dire que c'est constant. Et puis, vous avez les cas inverses, donc, où on a une imageabilité décroissante. Donc quand je prends chez Lautréamont Vieil Océan, ô grand célibataire, je parle de l'océan, qui est quand même quelque chose de concret, et je le métaphorise avec célibataire, qui est beaucoup plus abstrait, qui est moins imageable. En tout cas, là, en termes d'imageabilité, océan a une imageabilité, célibataire n'en a pas. Le vérificateur des poids et des mesures descend les fleuves emphatiques. Pour parler des fleuves, je dis qu'ils sont emphatiques. L'emphase, etc. Mais emphatique ne me permet pas de produire une image d'augmenter l'imageabilité de fleuve. Donc, dans tous ces cas-là, on pourrait considérer qu'on a des métaphores. Certes, on a des métaphores, on a des structures métaphoriques, mais qui ne produisent pas d'image, qui ne produisent pas d'image. Alors, d'autres exemples sont donnés dans l'article de Ullmann, dont je vous parlais aussi dans la première séance dans laquelle j'ai fait cet exposé. Donc, il classe en fonction du... Est-ce que le terme... il a 4 cas de figure, dont un est éliminé. Le terme concret est comparé à un autre terme concret. Le terme concret est comparé à un abstrait. Le terme abstrait est comparé à un concret. Le terme abstrait est comparé à un abstrait, mais ça, il l'élimine. Bon, donc, ça fait 3 possibilités. Et là, on a des cas qui sont du même genre que ceux qu'on vient de voir avec l'océan, célibataire, etc. La lune froide et claire comme un doute. Bon, on a une comparaison ici, c'est pas une métaphore, mais peu importe, pour l'instant. J'ai dit métaphore, mais je voulais dire métaphore ou comparaison, figure de similitude dans les deux cas. La lune froide et claire comme un doute, il y a une comparaison intéressante, qui produit quelque chose d'intéressant. Mais ça produit tout ce que vous voulez, mais pas une image. Nous jaillit de plus loin comme un aveu plus hardi. Une herbe tentante comme le suicide. C'est très curieux. Et en tout cas, on a des constructions, des comparaisons, dont, dit Ullmann, qui, selon Ullmann, tirent leur expressivité de leur caractère insolite. Au lieu de concrétiser l'abstrait comme le font la plupart des images, elles opèrent en sens inverse et déconcrétisent, pour ainsi dire, des objets matériels. Mais si elles déconcrétisent des objets matériels, est-ce qu'on peut parler encore d'image à ce moment-là ? C'est quand même un problème. Donc, à mon avis, dans ces cas-là, il n'y a pas d'effet d'image. Il y a autre chose qui est tout à fait intéressant. Ce sont des métaphores intéressantes, mais en tout cas, des métaphores qui ne produisent pas des images. Ça mériterait, j'en parle rapidement, mais ça mériterait quand même une étude détaillée. C'est pareil. Alors maintenant, l'image comme représentation iconique. Alors comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, l'iconicité, ça s'oppose à l'indexicalité. Et l'indexicalité, c'est un rapport de contiguïté entre le représentant et le représenté. Et puis, ça s'oppose aussi au symbole. J'en ai pas parlé parce que là, il n'y a pas ni de similarité ni de contiguïté. C'est une pure et simple convention qui me relie un élément à un autre. Bon. Alors, le fait de considérer l'image comme une représentation iconique, c'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, non seulement l'image doit représenter quelque chose d'autre, mais quelque chose d'autre qui lui ressemble. D'accord ? Donc, ça permet d'exclure de la catégorie de l'imagerie tous les emplois figurés qui ne reposent pas sur une relation de similarité. Donc, les figures qui sont autre chose que des figures d'analogie
par exemple la métonymie, la synecdoque, etc., certes ce sont des figures, mais ce ne sont pas des images, parce qu'il n'y a pas cette relation de similarité. Et donc, là, ce qu'on a montré quand même, c'est que dans la notion d'image, il y avait cette notion de similarité. Donc, les seules figures qui sont susceptibles de produire des images verbales, ce sont les métaphores et les comparaisons. Et puis donc, ça exclut aussi les cas où la source de l'analogie est ininterprétable par le locuteur. Par exemple, alors attendez, est-ce que j'ai des exemples après ? Oui. Juste avant de donner les exemples, je signale que Marc Bonhomme, dans l'article déjà cité, dit aussi que l'effet d'image d'une métaphore est variable selon l'encyclopédie des énonciataires. C'est-à-dire que tout dépend du vocabulaire que vous avez. Pour pouvoir recevoir l'effet d'image, il faut avoir éventuellement des connaissances qu'on n'a pas forcément. Bon. Donc, je suis vénère, ça ne repose pas, non seulement il n'y a pas d'imagerie, mais il n'y a pas d'imageabilité, mais en plus, il n'y a pas du tout de relation de similarité entre quoi que ce soit. Hein. Là non plus, tu parles, ta gueule, les exemples de Colette, hein, dont on avait parlé déjà. Là, il n'y a pas de relation de similarité du tout. Hein. Même chose pour le langage des tirailleurs, voilà, le langage imagé des tirailleurs, qui est une espèce de français d'Afrique un peu particulier. On ne peut pas dire qu'il y a une relation de similarité de quelque chose avec autre chose. Donc c'est pas du tout ce ne sont pas du tout des images, hein. Ce sont des emplois figurés, ce sont des figures peut-être, on peut les considérer comme des constructions figurées, mais pas comme des constructions imagées. Bon, il y a à nouveau, je remets ici, ils se disputaient comme deux d'Arnaja, parce que là, on ne sait pas ce que ça veut dire, donc on ne peut pas interpréter. C'est un service bidon. Pour dire, hein, je remets le contexte rapidement, ils ont leur service culturel aussi. Un nommé marchand m'a défini la situation de manière imagée. C'est un service bidon. Pourquoi ce n'est pas une image, en fait, ici ? Parce que pour pouvoir établir une relation de similarité entre service et bidon, on fait comment ? Qu'est-ce que ça veut dire un service bidon ? Pourquoi c'est bidon ? Quel rapport avec un bidon ? En fait, il faut savoir que bidon ici, ça vient d'une vieille expression qui consistait à bidonner, c'est-à-dire à plier des draps d'une façon telle que ça trompe l'acheteur et qu'il croit qu'il y en a plusieurs alors qu'il y en a moins. Voilà. Donc c'est une origine totalement perdue. Donc quand on dit que quelque chose est bidon, il n'y a pas d'image, puisqu'on ne sait même pas ce que ça veut dire bidon. Hein. On le retient comme un mot qui serait l'équivalent de quelque chose qui ne vaut rien, quoi. Bon. Pareil pour vivre en père Pénard. Qui c'est ce monsieur Pénard ? Hein, pourquoi on l'appelle comme ça ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Comment il vivait exactement ? Bon, voilà. Après, là, je passe sur... Il y a tout, d'ailleurs, là, les hypothèses étymologiques sont variables. Je ne vais pas perdre de temps, mais enfin, en tout cas, je doute que vous ayez la moindre idée de ce que ça signifie. Père Pénard, qui est cette personne ? Mais on voit ce que ça... On comprend le sens de l'expression, mais on la comprend comme étant une figure, c'est-à-dire, au lieu de dire vivre tranquillement, on va le dire différemment, on va dire vivre en père Pénard, donc il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de la figure, mais ça n'est pas une image. Parce que pour qu'on ait une image, il faudrait qu'on puisse faire la comparaison entre la tranquillité et ce que faisait ce fameux père Pénard, mais personne ne sait ce qu'il faisait, donc on ne peut pas établir une relation de similarité. Dernier point, donc, maintenant, le rapport entre efficience et innovation sémantique. Alors, la façon dont je traduis cette notion, vous vous souvenez, d'efficience de l'image, c'est-à-dire l'effet cognitif particulier de l'image, je le traduis par la notion d'innovation sémantique. Donc, et ça rejoint un petit peu ce que disait Mondzin sur l'image, disons, créatrice, inventive, etc., par rapport à l'image dont le sens est calculé d'avance, ne fait que communiquer, etc. Donc, ça nous amène, l'innovation sémantique, à la notion de métaphore vive. Et en fait, cette idée de métaphore vive, elle repose d'abord sur
ce que certains auteurs nomment d'une façon ou d'une autre un conflit conceptuel. Kléber, dans un article déjà ancien, posait la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche dans la métaphore, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un problème, et puis il faisait la liste de toutes les personnes, tous les auteurs, jusqu'en 99, date de son article, qui relevaient le fait que dans la métaphore, il y a une anomalie, une incongruité, une attribution insolite, etc. Bon. On va retenir, parmi toutes ces définitions, la notion de conflit conceptuel. Dans la métaphore, il y a un conflit conceptuel, il y a deux choses qui ne vont pas ensemble. Conflit conceptuel, c'est-à-dire, je sais pas, moi, la métaphore, je sais pas, on en a vu tout à l'heure des métaphores, je peux revenir en arrière si on veut reprendre des exemples de... Voilà. Si je dis l'histoire est un bagne, j'ai un conflit conceptuel entre histoire et bagne, parce que je peux dire beaucoup de choses de l'histoire, je peux dire l'histoire est une... Si je... Enfin, je peux parler de l'histoire comme une discipline, par exemple, en disant c'est une discipline complexe, je ne sais quoi. Je peux dire de l'histoire, qu'est-ce que je pourrais dire de l'histoire en général je pourrais dire l'histoire est oui, parce que quand on parle de l'histoire en général, on parle en effet de cette perception donc historique de la réalité. Donc, on pourrait dire, je ne sais pas moi, l'histoire implique une réflexion sur la chronologie. Enfin, je pourrais dire toutes sortes de choses de l'histoire. Mais si je dis que l'histoire est un bagne, je crée un conflit entre la notion d'histoire et la notion de bagne, parce que ces deux notions n'ont en principe rien à faire ensemble. La piété et le lierre. Bon, voilà, là aussi il y a un conflit conceptuel. C'est ça qu'on veut dire en parlant de conflit conceptuel, c'est-à-dire qu'on a des notions qui ne vont pas ensemble. Alors cette notion de conflit conceptuel, Prandi, mais c'est pas forcément très... Je le formule avec les termes de Prandi, mais c'est pas propre à lui. Ça s'oppose aux métaphores qu'il appelle cohérentes, qui correspondent aux métaphores conceptuelles. L'amour est un voyage, par exemple. Bon, vous vous souvenez, je sais pas, on en a déjà parlé, mais ce sont les métaphores conceptuelles telles que les ont développées au départ Lakoff et Johnson dans le livre sur les métaphores dans la vie quotidienne. Bon, il y a toutes sortes d'expressions dans la langue qui montrent qu'on conceptualise l'amour comme un voyage. Parce qu'on peut dire, Lakoff part de l'exemple de quelqu'un qui dit notre relation est dans une impasse. Bon, donc ça présuppose que la relation amoureuse est vue comme un trajet. On va quelque part dans un certain véhicule, en ayant éventuellement des obstacles, etc. Notre relation est un carrefour. Voilà, il y a toutes sortes d'exemples qui montrent que, en fait, on a tendance à conceptualiser des choses abstraites avec des notions concrètes. Bon, ça, c'est pas du tout inventif, c'est pas du tout de la métaphore vive, ce sont des métaphores installées dans le lexique, donc c'est hors de portée de la métaphore vive. Et puis, il y a aussi les métaphores qui sont complètement conventionnelles, non inventives, des métaphores tout à fait banales, usées. Donc voilà une citation de Prandi. La combinaison verser-l'argent, par exemple, est cohérente. Ça, c'est un exemple de métaphore conceptuelle. On voit l'argent comme un liquide, alors que, bon, c'est pas du tout un liquide, mais ce n'est pas une métaphore perçue comme une métaphore. C'est une métaphore conceptuelle. Ça ne produit pas d'image. Et il n'y a pas de conflit conceptuel. Alors que la combinaison verser la lumière, le soleil versait à grand flot sa lumière sur le Mont Blanc, est conflictuelle. Le soleil verse sa lumière parce que, à la différence de verser de l'argent, il y a un conflit conceptuel. Quand il est appliqué à l'argent, le verbe verser acquiert un signifié nouveau. Quand il est appliqué à la lumière, par contre, le même verbe ne change pas son signifié. C'est précisément la combinaison conflictuelle entre verser et la lumière qui déclenche une interprétation métaphorique. En fait, quand on dit verser de l'argent sur son compte en banque, ça signifie
mettre de l'argent, enfin on pourrait le paraphraser de toutes sortes de façons. Hein. Mais quand je dis le soleil versait à grand flot sa lumière, verser ne change pas de sens en fait. Il garde l'idée, on a une image de quelqu'un qui verse quelque chose au sens concret, et avec la notion de soleil, de lumière et tout ça. Et c'est en mettant en conflit le maintien du sens de verser permet de construire ce conflit conceptuel qui, pour lui, va produire une image nouvelle. Hein. Alors, la métaphore conventionnelle, donc c'est un conflit conceptuel, mais il n'y a pas d'inventivité. Bon, par exemple, donc à nouveau, toutes les comparaisons qui sont faites avec le génocide pour choquer les gens, comme dans l'antispécisme, mais on n'a pas le temps d'en parler, mais les campagnes, en fait, ce qui est très étrange, les campagnes anti-avortement des gens qui sont pro-life, par exemple, elles ont exactement la même structure que les campagnes antispécistes, en fait. C'est-à-dire que vous voyez parce que pour les personnes qui sont contre l'avortement, le fait qu'on avorte revient au fait qu'on tue des millions de personnes. Hein. Donc, les gens qui avortent sont des nazis, les médecins sont des... etc. Donc, si vous voulez, c'est exactement le même genre de propagande que l'antispécisme. Mais là, du coup, ce sont des métaphores conventionnelles. Hein. Il n'y a pas d'inventivité, ça nous donne pas à penser. Hein. Alors, bon, je ne vais pas réussir à finir aujourd'hui. Donc, il restera à examiner, en fait, que ces conflits conceptuels dans l'innovation, dans la situation d'innovation sémantique, ils peuvent produire des innovations variables. Hein, et j'expliquerai ça au début de la prochaine séance. Et après, on gardera le temps pour parler des métaphores selon un autre point de vue. Hein, et ça nous permettra d'avoir une dernière séance sur les métaphores. Et ensuite, on va enchaîner 3 conférenciers. Voilà, donc je m'arrête ici parce que je vois qu'il est déjà tard. Merci de votre attention. Et donc à la semaine prochaine.